aujourd'hui à Riposte qu'il soit résolu que les grands événements sportifs internationaux ne peuvent pas se tenir dans un pays coupable de violation des droits de la personne. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à Riposte pour cette 4e saison. Alors, nous allons débuter avec le premier match compétitif de la saison. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques semaines, nous avons eu un débat d'introduction avec 4 très grands débatteurs, en fait, certains des meilleurs débatteurs francophones au Canada à l'heure actuelle. Alors, la barre est très haute. J'espère que tout le monde a eu la chance de regarder cet épisode afin de se donner des bonnes bases solides pour le débat. Alors, aujourd'hui, nous avons qu'il soit résolu que les grands événements sportifs internationaux ne peuvent pas se tenir dans un pays coupable de violation des droits de la personne. Alors, expliquer brièvement, on comprend ici qu'on n'est pas le Comité olympique international ou l'équipe de gestion de FIFA. On sait qu'il existe déjà plusieurs corps diplomatiques et plusieurs corps internationaux pour décider ça. Nous, ce qu'on veut faire, c'est d'avoir un débat de principe sur est-ce que les grands événements sportifs internationaux tels les Jeux olympiques peuvent se tenir dans un pays coupable de violation des droits de la personne. Si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Donc, nous avons nos premiers débatteurs pour faire cela. Alors, d'abord, j'inviterai M. Nicolas Robertson comme Premier ministre. Bonjour, Nicolas. Salut. Nicolas est étudiant en physique ici à l'Université d'Ottawa. Il me dit qu'il est un scientifique fou qui aime débattre. On a toujours besoin de ça. Alors, comme membre du gouvernement pour l'appuyer, nous allons avoir Alexandre Hénoux. Bonjour, Alexandre. Bonjour. Alors, Alexandre, lui, étudie en traduction à l'Université d'Ottawa avec une mineure en philosophie. Et il me dit, Platon disait, « La richesse est moindre pour un homme réfléchi. » Alors, aujourd'hui, il va utiliser toute sa tête pour réfléchir. Pour nous opposer à cette motion, nous allons avoir comme chef de l'opposition Nicolas Doiron. Bonjour, Nicolas. Bonjour. Bonjour. Nicolas étudie en sciences politiques et administration publique ici à l'Université d'Ottawa. Et il me dit qu'ici à l'Université d'Ottawa, il y a 3 saisons. L'hiver, la construction et, Dieu merci, le débat. J'aime bien cette dernière saison. J'aimerais que ce soit une saison annuelle toute l'année. Enfin, comme membre de l'opposition, nous avons David Gakwerere. Bonjour, David. Bonjour, Simon. David fait aussi un bac en administration et en sciences politiques. Et il me dit, comme le dicton le dit si bien, la rivière, David est comme une rivière, il aime rester dans son lit. Très approprié, très approprié. Alors, pour juger le débat aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir comme juge experte Madame Amal Azzouz. Bonjour, Amal. Bonjour. Si vous reconnaissez Amal, eh bien, c'est normal. Elle était la chef de l'opposition lors du dernier débat. Alors, championne canadienne de débat et aussi présidente de l'organisme Débattoir. Suite à ça, fidèle à son poste, nous allons avoir comme juge en chef M. Gabriel Meunier. Bonjour, Gabriel. Bonjour, Simon Nicolas. Nous sommes bien prêts. Avant de commencer, je tiendrai à rappeler que les arguments et les propos tenus par les débatteurs ici présents ne sont pas nécessairement leur opinion et que cet exercice a pour but d'engager le débat. Donc, sans plus tarder, j'inviterai Monsieur le Premier ministre à venir nous livrer son premier discours d'une durée de 6 minutes. La parole est à vous lorsque vous êtes prêts. Merci beaucoup. Alors, salut tout le monde. On est ici aujourd'hui pour débattre d'une opposition qui est quand même pas mal intéressante. On sait tous, dans l'actualité, c'est quand même un sujet très commun avec des grands jeux comme les Jeux olympiques qui se déroulent, que ce soit en Chine ou n'importe quoi d'autre, ou la Coupe du monde FIFA qui va se dérouler en Russie bientôt. Alors, ouais. Non, nous, en tant que gouvernement, on veut proposer la résolution suivante. Qu'il soit résolu que les grands événements sportifs internationaux ne peuvent pas se tenir dans un pays coupable de violation des droits de la personne. Nous avons plusieurs arguments pour soutenir cela, notamment, pour en commencer avec 3,
À la une, on ne devrait pas encourager les gouvernements qui violent les droits humains. De deux, le développement et le sport, ça va main en main. Et de trois, ces événements vont contre l'esprit même du sport. Alors, pour commencer avec mon premier argument, celle de ne pas encourager des gouvernements coupables de violation des droits de la personne. Malheureusement, il existe quand même beaucoup de gouvernements tout autour du monde qui violent les droits de la personne. Plusieurs pays vont même avoir des événements internationaux sportifs qui viennent dans les années qui suivent. Nous, en tant que gouvernement, on est fortement contre cette proposition. Les événements internationaux sont des événements très prestigieux, très nationalistes même, et ça donne cette chance au gouvernement-là de bien paraître. Ces gouvernements peuvent dire « Et check, on fait tellement bon, on organise des grands événements comme ça, alors c'est facile pour les personnes dans ce pays, et aussi c'est très facile pour nous en tant que... ici au Canada, on est quand même très chanceux. On a un gouvernement qui respecte surtout les droits humains et qui, n'empile pas sur nos libertés. Et c'est très facile pour nous d'oublier qu'il y a des pays, on ne peut pas nécessairement sentir comment c'est d'être personne dans un pays qui viole les droits de la personne. Et nous, on ne devrait pas mettre notre plaisir sportif au-dessus de cela. Mon deuxième grand argument, c'est à propos du développement. Ouais. On sait que il y a une corrélation à travers le monde entre les pays plutôt plus riches, plus démocrates, plus, disons, développés, et les pays qui respectent les droits de la personne. Un pays comme, disons, en Europe, ça c'est des pays qui sont riches et qui respectent les droits de la personne. Disons, la Russie, c'est un pays moins riche qui respecte moins les droits de la personne. Et nous, on a besoin de penser comment bien promouvoir le développement des droits de la personne et le développement des pays. Les événements internationaux sportifs, c'est surtout pas la manière de faire cela. Et même, franchement, on peut même prendre un peu moins au sérieux. On peut dire que les pays moins riches sont généralement moins bons au sport. Et généralement, en tant que, si un pays ne respecte pas les droits de la personne, comme la liberté de penser, la liberté d'expression, alors généralement, ça nuit au développement des arts, de la culture, même ça nuit au développement du talent sportif. Je prends par exemple la Corée du Nord, qui a joué dans plusieurs Coupes du Monde déjà, et généralement, ils font pas bien bon. Enfin même, on pense que c'était très drôle, pas le dernier Coupe du Monde, mais en 2010, quand la Corée du Nord a joué aux Coupes du Monde, ils ont perdu 7-0 contre le Portugal dans le premier match télévisé en Corée du Nord. Mon troisième grand argument, c'est l'esprit du sport. Eh bien, je vous demande, pourquoi est-ce que nous faisons le sport? On fait le sport pour, disons, promouvoir la paix, on fait le sport pour se rassembler en tant qu'amis, en tant qu'humains. C'est un esprit de rassemblement, de paix commun. Et les violations des droits des hommes, c'est complètement contraire à cet esprit de rassemblement, de communauté. Le sport, c'est aussi ça promouvoit aussi l'égalité. Quand on va sur le terrain, on y va en tant qu'égaux pour se combattre contre des autres joueurs qui sont aussi égaux que nous. Les violations des droits des hommes, c'est complètement pas égal, c'est la domination d'un gouvernement sur les autres humains. Et on pense même non, je vais sauter cela. Ça, c'est mes trois grands arguments, qu'il ne faut pas soutenir les pays coupables de violation des droits des hommes. De deux, qu'il faut encourager le développement des droits de la personne et le développement des pays. Et de trois, que les pays qui violent les droits humains vont à l'encontre de l'esprit même du sport. Et ça, c'est pourquoi je pense qu'on pense en tant que gouvernement qu'il faut vraiment passer cette motion que les pays
coupables de violations des droits des hommes, qu'il ne faut pas les soutenir, qu'ils ne peuvent pas tenir des événements sportifs. On n'est pas ici pour soutenir des dictatures, mais bien des humains, nous et vous. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup pour ce discours d'introduction d'une durée de 6 minutes. Alors, on a eu en gros 3 gros arguments qui nous ont été évoqués sur ne pas encourager les gouvernements qui violent les droits humains, le sport et l'éthique du sport dans le développement sportif. Donc, sans plus tarder, pour s'opposer à cette motion, j'inviterai maintenant le membre de l'opposition pour un discours de 7 minutes. La parole est à vous lorsque vous êtes prêt. Merci bien, Simon. Merci à tous aussi d'être présents et d'être venus aujourd'hui pour cette discussion, cet échange d'arguments qui promet vraiment de pouvoir départir vraiment qui serait le meilleur dans cette question, soit à savoir les résolutions voulant qu'il soit résolu que les grands événements internationaux ne peuvent pas se tenir dans un pays coupable de violation des droits de la personne. Donc, j'ai bien entendu mon cher Premier ministre parler, et nous, à l'opposition, on va pouvoir amener différents arguments. Donc, j'en amènerai 2 de prime abord. Tout d'abord, ce serait la question de la visibilité qui est permise lors de la tenue de ces événements aux enjeux des pays présents. Et le deuxième argument serait défier les conventions, une sorte d'argument que je définirai plus en détail lorsqu'on arrivera là-bas, pour faire ensuite suite à une certaine réfutation des propos de notre cher Premier ministre, et très honorable Premier ministre, devrais-je dire. Donc, on a réussi à entendre les arguments du Premier ministre en disant comment le sport international, les événements internationaux permettent aux personnes de vivre une grande visibilité, de pouvoir avoir beaucoup de personnes qui peuvent se montrer et venir dans le même pays, mais aussi internationalement. De plus en plus que on est connecté, on peut atteindre n'importe qui sur la planète. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles, au lieu d'être allé pour une entente à mi-chemin, que j'allais décrire dans pas long, il faudrait plutôt favoriser la tenue de ces sports dans ces pays, alors que comme ça, on pourrait avoir une visibilité plus grande, soit dans les médias, soit dans les journaux, ou soit même sur place pour voir à quel point ces pays font des choses aberrantes dans leur pays. Suite à ça, on pourrait faire plusieurs choses. On pourrait exercer des pressions et arriver justement à des terrains d'entente et ramener sur la table pour réformer justement les pratiques qu'ils font et pour les amener justement au 21e siècle. Comme quelqu'un le dit, on est en 2016. Des exemples qu'on peut avoir, c'est très récemment justement aux Jeux de Rio, qui ont permis d'avoir des documentaires où est-ce qu'on a vu l'état des favelas, on a vu l'état des communautés, qu'on a vu vraiment que les discours peuvent être parfois dichotomiques. Parce que le gouvernement dit, tout se passe bien chez nous, il n'y a pas de problème, la vie est rose, la dentelle et les oiseaux et tout, et vraiment la vie des citoyens qui n'ont pas mangé depuis longtemps, que les prix n'arrêtent pas, et la stagflation, l'inflation, la superinflation. Donc ça nous permet, sans avoir eu des événements comme ça, on n'aurait pas pu avoir cette telle visibilité dans notre pays en tant que tel. Mais surtout, et je pense que ce point-là sur la visibilité est le plus important, avec la motion en tant que telle comme elle est, le gouvernement empêcherait la tenue des événements dans les pays. Et quoi ensuite? Donc, s'arrêter à empêcher les pays d'être hôtes n'éradique pas le problème. Au contraire, ça ne fait que mettre un pansement sur le problème réel. Et nous, du côté de l'opposition, on dit que ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. Alors, au lieu de juste s'arrêter à ça, qu'on aille plus loin, qu'on les dise qu'ils ne peuvent même pas participer aux Jeux olympiques en tant que tels, aux événements mondiaux et quoi que ce soit d'autre, jusqu'à ce qu'ils puissent réformer leur façon de faire, respecter leurs citoyens et leur communauté marginalisée. Donc, pour revenir rapidement là-dessus, c'est qu'en permettant cette visibilité, non seulement on pourrait amener cette tollée médiatique, cette importance là-dessus, mais on pourrait aussi amener un vrai débat et arrêter de s'arrêter à mi-chemin, mais aller plus loin, comme un vrai gouvernement responsable devrait aller. Ensuite, mon deuxième point, défier les conventions. On entend ce beau dicton depuis un petit bout ici et là, mais ça va aussi ici. En permettant à ces événements d'avoir lieu dans ces pays, en permettant à ces événements d'être hôtes, en permettant aux personnes qui viennent d'autres bastions libérales comme le nôtre ici, d'aller et de compétitionner. On peut ainsi permettre aux personnes qui sont marginalisées de l'extérieur de venir dans les pays hôtes et de démontrer comment on peut s'épanouir et vivre pleinement nos différentes minorités et nos différentes personnalités. Donc le jeu vraiment inspire les valeurs, comme on a dit plus tôt, de la liberté, la coopération et tout. Et on peut voir ici comme, moi je promulgue un peu ce que Max Stirner disait, alors que la liberté ne peut être que toute la liberté et non pas un morceau de liberté qui n'est rien.
Alors, en participant à des événements sportifs dans les pays qui vont à l'encontre de ces droits de la personne, on peut ainsi rajouter la dignité lorsqu'on voit des personnes membres de la communauté LGBTQ+, ou des membres de la communauté marginalisée au pays même, voir à quel point les personnes dans ces pays peuvent dire « Ah, ben lui, il l'a fait, elle l'a fait, moi aussi, je peux le faire. » Et pour qu'eux aussi peuvent vouloir avec aisance et avec joie défier les conventions et aller au deuxième niveau. Et finalement, on peut voir différents exemples, comme Jesse Owens dans le gouvernement de Hitler, qui a gagné avec éclat tous les pistes et pelouses, etc., et j'en passe. Mais avant d'aller plus loin, allons tout d'abord, et encore une fois, à la réfutation des propos de notre premier ministre. Le premier argument qui était de ne pas encourager ces gouvernements. Encore une fois, en s'arrêtant à une tape sur la main, une claque sur la main, on ne fait vraiment pas une grande différence. On ne fait que dire « Oh, mais vous ne pouvez pas être autre, mais participer à n'importe quel événement. Oh, vous ne pouvez pas faire ci, mais continuez vos abus. » Non seulement ça, on isole les personnes, les pays, et on ne permet pas cette visibilité qui fait en sorte qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent sans qu'il y ait aucun problème. Et qui n'empêche pas non plus de violer et de faire affront aux droits de l'homme dans ces pays. Deuxième argument qui était le développement et les sports humanitaires. J'ai confiance que mon cher chef de l'opposition va pouvoir en parler grandement, mais je veux réfuter tout d'abord le fait que les pays moins riches, un propos qui m'a interloqué, font moins bien que les pays qui sont plus riches. Je ne sais pas si on est très à l'encontre, mais au cricket, par exemple, l'Inde et les pays des Caraïbes sont certaines des forces et des puissances mondiales, peut-être pas les meilleurs du côté des points de vue des droits de la personne, mais tout de même sont des forces avec qui il nous sert de parler. Au football, au soccer, comme certaines personnes diraient, le Brésil ne reste encore que c'est le pays qui a gagné le plus. Donc, il ne faut pas oublier que ça ne nuit pas au développement et il ne faut pas oublier, un point qu'on va parler plus tard, qu'en permettant cette visibilité, en permettant cette façon de mettre ces questions sur l'avant, on permet aussi d'avoir ces discussions et de monter tranquillement et de permettre aux pays et aux classes de partir de classes plus faibles aux classes moyennes et même en s'élatant de plus en plus haut. Et finalement, par le fait que le sport contre l'esprit du sport, au contraire, en promouvant les sports égalitaires, équitables pour tous, on va en ce sens-là, en permettant que les Jeux se tiennent là-bas. On se tient debout, haut et fort en tant que comité international. On dit que peu importe ce que vous voulez, nous n'allons pas contre les libertés individuelles des sportifs, nous n'allons pas contre leur potentiel, mais au contraire, on les permet de vivre pleinement leur vie, pleinement leur choix social, pleinement leur personnalité et pleinement l'implication. Donc, c'est pour cette raison que je pense qu'on a gagné en tant que gouvernement sur ces points. Et encore une fois, défions les conventions ensemble et allons pour une plus grande visibilité. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, le membre de l'opposition, et merci beaucoup au premier ministre pour leurs deux discours d'introduction. Donc, avant d'entendre la suite du débat, nous allons passer à une courte pause publicitaire. Et au retour, nous allons avoir la première analyse de notre juge en chef. Nous sommes de retour à Riposte, aujourd'hui avec la motion qu'il soit résolu que les grands événements sportifs internationaux ne peuvent pas se tenir dans un pays coupable de violation des droits de la personne. Donc, nous avons déjà commencé le débat. Nous avons eu M. le Premier ministre ainsi que M. le membre de l'opposition pour leurs deux premiers discours d'introduction. Nous allons maintenant aller passer avec Gabriel, notre juge en chef, pour ses premières analyses. Eh bien, tout d'abord, Simon Nicolas, j'aimerais féliciter le Premier ministre et le membre de l'opposition pour leur discours d'ouverture. Ils ont su chacun bien camper les positions respectives du gouvernement et de l'opposition et mettre sur les rails un excellent débat très intéressant. Alors, rapidement, par rapport au Premier ministre, il a pris environ une minute pour bien camper les modalités de sa motion et la position du gouvernement. Il a par la suite passé plus de 2 minutes 30 sur le premier argument, qui est un argument fort, avec une force probante évidente, soit ne pas soutenir le gouvernement qui viole les droits de l'homme. Par la suite, avec son deuxième argument, il a pris environ 1 minute 50. Et finalement, le troisième argument, par rapport à que c'est contre l'esprit
sportif. Malheureusement, il n'a plus que 40 secondes pour cet argument-là, alors que c'est un argument qui avait un grand potentiel. Et j'espère que le membre du gouvernement va pouvoir reconstruire cet argument du premier ministre, parce qu'il y a beaucoup de... Ça a une grande... ça a du potentiel. Du côté du membre de l'opposition, très beau discours. J'ai vraiment apprécié l'éloquence, les références à la dentelle et aux oiseaux, une citation de Max Weber. J'ai beaucoup aimé le style. Donc, il a apporté 2 arguments avec une bonne force probante. Encore là, la question de la gestion du temps. Le membre de l'opposition a passé 2 minutes 30 sur le premier argument par rapport à la visibilité et seulement 1 minute sur son deuxième argument, défier les conventions. Encore là, peut-être que le chef d'opposition va devoir revenir pour reconstruire le deuxième argument. Sinon, des bonnes réfutations, des points punch. Ceci dit, encore une fois, la réfutation du troisième argument du gouvernement a duré simplement 20 secondes. Donc, il va falloir adresser aussi cet argument-là du côté de l'opposition. Donc, c'est un bon début, je pense que c'est un bon départ, mais mot d'ordre en ce moment, meilleure gestion de temps, si j'ai bien compris, avoir le temps de faire ses arguments, mais aussi la réfutation, la reconstruction et, dans les derniers cas, la cristallisation. Donc, sans plus tarder, nous allons continuer le débat. Maintenant avec le membre du gouvernement, pour une durée de 7 minutes. La parole est à vous lorsque vous êtes prêt. Merci, Simon. Parfait, alors je vais juste recentrer le débat ici, parce que je pense qu'on est un peu perdu. Je pense qu'on est bien qu'il soit résolu que les grands événements sportifs internationaux ne peuvent pas se tenir, ne peuvent pas se dérouler dans un pays coupable de violation des droits de la personne. J'aimerais aussi vous dire le plan de ma structure. Ça serait en fait de vous énoncer 2 grands points. Le premier grand point, ce serait la sécurité dans le pays coupable où se déroulerait l'événement. Et j'aimerais mettre en cause en fait, sécurité physique, intellectuelle, mais on peut parler aussi de la sécurité de transparence. Et pour cela, je vais m'aider de 2 grands points, parmi tant d'autres, bien sûr. Les Philippines, avec le président Duterte. Et puis, bien sûr, le Qatar et sa Coupe du monde de football pendant la construction. La sécurité est bien sûr très forte ici. Je vais en parler plus tard. Et pour l'autre point, malheureusement, ça alimenterait la corruption. Donc je parlerai d'ici avec l'Afrique du Sud et la Coupe du Monde en 2010, les affaires de FIFA et des pots de vin. Et puis, comme deuxième sous-partie, je parlerai des Jeux olympiques d'hiver de Sochi en 2014. Il faut savoir que la corruption, c'est aussi le dopage. Pour revenir ici, donc, je vais annoncer les nouveaux arguments. Comme je le disais tout à l'heure, la sécurité dans le pays coupable où se tiendraient les événements sportifs. Je parlais des Philippines et du Duterte. Oui, ça fait 4 et 5 mois que le président a été élu là-bas. Et nous avons remarqué que l'ONU qualifierait ça de génocide. Il y a, je cite ici ce que dit Le Monde, selon le dernier bilan de la police nationale, la guerre contre la drogue a fait au moins 2300 morts en 4 mois. Ça a été publié le 28 octobre. Je pense qu'il faut mettre ça en considération. Je pense que si les gens veulent participer, veulent être touristes aussi d'une ville, d'un pays, que ce soit la capitale ou une autre mégalopole, je pense que ça peut attrayer le risque de violence dans un pays alors que des touristes de pays occidentaux qui peuvent venir de l'Amérique du Nord mais aussi de l'Europe et qui viennent s'installer aux Philippines pour à peu près 1 semaine, 2 semaines, excusez-moi, mais s'il y a déjà 2300 morts en 4 mois, donc on peut s'imaginer qu'il y a 20 morts par nuit. Donc en gros, on peut se balader dans les villes là-bas et puis on va entendre un coup de feu. Quel serait le meilleur souvenir de rester aux Philippines ? Le coup de feu qu'on a entendu ou le match qui s'est déroulé au matin. Ici, si vous voulez, aux Philippines, ils disent qu'il n'y a que des soupçonnés. Donc, si vous voulez, comment pouvons-nous se sentir en sécurité lorsque la mort est justifiée par un soupçon ? Je ne vois pas l'intérêt à ce que ce genre de pays soit hôte de ces événements sportifs internationaux. Même chose aussi dans le Time Magazine. Je vais les dire en anglais.
As the body count soars, some say the real threat to the Philippines is not drugs, but the president himself. Donc en gros, la traduction, c'est de dire, après le comptage de corps, eh bien en fait, la peur, c'est pas la drogue, mais c'est le président lui-même. Donc si j'étais président, je ne voudrais pas que mes concitoyens iraient en Philippines et qu'ils se sentiraient, mal à l'aise. Je parlais aussi du Qatar et de la Coupe du Monde de football. Oui, désert d'un jour, désert toujours. Le Qatar reste désert sur les droits de la personne, surtout si elle est étrangère. Je m'explique, c'est-à-dire que quand il y a eu les constructions pour la FIFA, n'oublions pas les travailleurs, les ouvriers sur place, ils sont morts. J'ai ici une citation de Amnesty International. Les abus dont sont victimes les travailleurs migrants entachent la conscience du football mondial. Où est-ce qu'il est alors l'esprit sportif ici ? Je continue. Pour les joueurs et les fans de football, un stade de Coupe du Monde est un lieu qui fait rêver. Oui, c'est ce qu'on m'a inculqué quand j'étais enfant. Mais pour certains des ouvriers qui se sont entretenus avec nous, c'est un cauchemar. Donc, ça relativise bien ici qu'un lieu qui fait rêver devient un cauchemar. Je ne comprends pas. Où est l'union d'un esprit sportif fair-play qu'on veut inculquer le rôle d'un bon joueur ? Ça serait dans la sécurité dans le pays. Je passe maintenant à l'alimentation de la corruption. Je disais tout à l'heure avec l'Afrique du Sud et la Coupe du Monde, vous savez qu'il y a eu des pots de vin à cette époque-là. Le pays de Mandela, où la disparité blanc et noir est toujours présente, s'en vient à ajouter la FIFA qui accuse la corruption en Afrique du Sud. J'ai aussi encore ici l'équipe.fr, journal français, qui dit que la FIFA vient d'accuser l'Afrique du Sud de corruption pour l'obtention de Mondial 2010. Allez-y. Oui, bonjour. Oui, merci. Je vais être très bref pour vous laisser plus de temps pour répondre. J'avais juste une petite question pour vous. Comment définissez-vous un pays comme étant coupable? Est-ce que c'est coupable devant une cour en tant que tel ou c'est peut-être vous-même qui définissez selon vous quel pays est coupable? Oui, c'est un pays qui enfreint les règles des droits de l'homme, tout simplement. Nous sommes tous nés égaux. Même Jean-Jacques Rousseau disait « nous sommes tous nés de fer », donc dans son contrat social. Donc je pense que enfreindre une règle, violer une loi, ça va à l'encontre de l'esprit sportif. Le pays coupable en fait partie. Pour l'Afrique du Sud, je disais donc que c'est l'hôpital en fait qui se fout de la charité en fait. On voit bien ici que le problème est que l'argent régit l'éthique d'un événement sportif international. Pour faire vite, je voulais aussi parler des Jeux olympiques d'hiver, les Jeux olympiques d'hiver à Sochi, parce que les cas de corruption en fait les plus répandus, ce sont le dopage, mais aussi la manipulation de la délégation. Je pense que en fait rien n'a changé depuis la sortie du film Rocky IV, en fait, illustrant l'atmosphère de la guerre mondiale entre les États-Unis, Balboa, Rocky, et puis la Russie, Ivan Drago. Et c'est vrai que même dans les films, on ne peut pas changer les gens d'avis, malheureusement. J'aimerais quand même terminer sur un point que le pape François disait en matière de sport, tout comme dans la vie, être en compétition pour un résultat est important, mais jouer bien et honnêtement est encore plus important. J'ai malheureusement pas réfuté les propos de mes confrères et j'en suis foncièrement désolé. Merci, monsieur le membre du gouvernement. Donc, maintenant, nous allons inviter monsieur le chef de l'opposition pour un discours de 9 minutes. Alors, un gros 9 minutes. La parole est à vous lorsque vous êtes prêt pour s'opposer, réfuter, argumenter comme vous voulez. Quand vous êtes prêt. Merci beaucoup, cher juge.
Eh bien, j'aimerais prendre l'opportunité où mon collègue n'a pas adressé les arguments qu'a apportés mon collègue aujourd'hui pour en faire une cristallisation, pour vraiment vous démontrer aujourd'hui pourquoi nous avons en effet gagné ces débats-ci présentement. Et nous aimerions vous dire que oui, le sport est une démonstration de certaines valeurs et c'est exactement pour cette raison que nous devons avoir la meilleure solution possible pour bien encadrer ces valeurs. Alors aujourd'hui, je vais commencer en vous expliquant mes 2 points majeurs. Alors le premier, c'est la légitimité de l'entité sportive. Mon collègue aujourd'hui a demandé une très bonne question à le membre qui vient de discuter aujourd'hui en lui disant, c'est qui est-ce qui va trancher sur un pays qui est coupable de violation des droits de l'homme? C'est une question très bien légitime au bout du compte. Parce que ce qu'il faut réaliser, c'est que nous parlons d'entités sportives telles que la FIFA, telles que l'Organisme international des Olympiques, et c'est ces derniers qui vont déterminer ce qu'est une violation des droits de l'homme. Pas l'ONU et sa charte universelle, mais ces organismes. Et nous pensons que ça va évidemment ouvrir une porte pour la manipulation. Nous pensons que les décisions ne vont pas être forcément basées sur une vraie violation des droits de l'homme, mais plutôt sur une lutte politique, où certains pays vont utiliser leur influence, vont utiliser leur discorde interne avec d'autres membres pour leur pénaliser de ne pas être l'hôte de sport et de grands événements, simplement pour qu'ils puissent régler les comptes. Et on ne pense pas que c'est juste dans ce contexte présentement. J'aimerais vous donner un exemple. Sur le Comité international olympique, il y a 15 membres exécutifs. L'un d'entre eux, la Chine. Qui d'autre est sur ce comité? L'Ukraine, le Singapour et le Guatemala. Nous ne pensons pas que c'est forcément les pays qui ont le meilleur record lorsqu'on parle de la violation des droits de l'homme. Et on pense que la Chine, par exemple, pourrait essayer de ne pas avoir le Taïwan qui soit l'hôte d'un événement sportif parce que ce dernier a des comptes à régler avec ce pays. On ne pense pas que c'est vraiment une justification pour prévenir ces pays d'avoir plein de bénéfices. Et on pense que quoi qu'il y ait d'autres membres qui siègent sur ce comité exécutif, ils pourraient être persévérés par les pots de vin et des choses telles que celle-ci pour voter en faveur de priver un pays d'être l'hôte d'un sport. Alors, ceci enchaîne directement dans mon deuxième argument aujourd'hui pour vous, les juges, ce qu'est la stimulation économique des pays qui sont l'hôte. Alors, puisqu'on vient tout juste de prouver que certains pays ne vont pas être capables d'être l'hôte d'événements sportifs, non pas parce qu'ils sont en train de violer les droits de l'homme, mais plutôt parce qu'ils sont le fruit d'une manipulation d'un autre pays, on ne pense pas que c'est une bonne raison pour limiter la croissance économique dans ce pays. Et si on regarde les statistiques, par exemple, des derniers événements, à Pékin, par exemple, en Chine, il y a eu 36 milliards de dollars de profit qui a été retourné à ce gouvernement. Et oui, à Sochi, quoi qu'il y ait eu de la corruption, il y a eu 17 milliards de revenus pour ce gouvernement. Et on pense que oui, il y a de la corruption, oui, il va y avoir des détournements de fonds, mais avec des sommes de revenus aussi grandes, cet argent va être capable de réinvestir dans la population pour augmenter et stimuler la croissance économique et pour sortir des personnes qui sont dans un mauvais sort. Parce qu'on va aussi être en train de générer des emplois, on va donner des emplois à les personnes, on va les remettre au travail et ça va être fabuleux. Mais avec ce que propose le côté de l'opposition, il ne vous laisserait pas du tout accorder ces opportunités à d'autres pays. Mais vous êtes en désaccord. Oui, vous dites limiter la croissance économique. Voudriez-vous pas non plus limiter la croissance dans le marché noir? Dans le marché noir, eh bien, je viens tout juste d'expliquer que oui, il peut y avoir de la corruption, mais c'est important de se rappeler qu'il y a quand même d'énormes croissances économiques que va avoir un pays. Mais c'est aussi, il faut se rappeler qu'on va priver la croissance économique dans ce pays qui n'a pas forcément violé les droits de l'homme. Et on ne pense pas que c'est juste au bout du compte. Parce que si, par exemple, nous avons un pays comme le Taïwan et la Chine disent qu'ils ont fait la violation des droits de l'homme, on pense que ça devrait permettre quand même au Taïwan d'avoir des événements sportifs, de pouvoir avoir une croissance économique. Alors c'est totalement arbitraire ce qu'est la violation des droits de l'homme, une question dont vous n'avez pas adressé aujourd'hui. Et dernièrement, on aimerait apporter de vraies solutions qui vont pouvoir apporter du vrai changement à ces problèmes aujourd'hui. C'est ça, du vrai changement, real change, monsieur les juges. Vous l'avez peut-être entendu auparavant, cette phrase. Alors, on ne pense pas qu'on devrait aller à mi-chemin. On pense qu'on devrait simplement dire aux pays qu'ils peuvent soit compétitionner, parce que là, on va être en train d'élucider sur un problème, surtout s'ils sont l'hôte d'un événement sportif. Parce que si on les permet de quand même compétitionner, mais de ne pas être l'hôte d'un événement sportif, on n'a pas la pression médiatique, on n'a pas l'attention du public et on ne peut pas élucider sur les violations des droits de l'homme dans ces pays. Alors, soit on dit aux pays, vous pouvez compétitionner et être l'hôte de ces événements sportifs, ou soit on va de l'autre côté et on leur dit, non seulement n'allez-vous pas être l'hôte d'événements sportifs, mais vous n'allez pas pouvoir compétitionner du tout.
Et on parlait de l'Afrique du Sud auparavant. Eh bien, j'aimerais dire qu'en 1970, le Comité international olympique a dit que l'Afrique du Sud n'allait pas compétitionner parce qu'il ne respectait pas les droits de l'homme. Et vous savez quoi? Ce pays a manqué 6 Jeux olympiques. Ça a eu un impact majeur sur ce pays et c'est en raison de ces pressions que l'Afrique du Sud, au bout du compte, a pu enlever les mesures d'apartheid. Alors, c'est ça qu'on devrait faire. On devrait avoir un type d'interdiction totale pour ces gens de pays où ils ne peuvent compétitionner en plus d'être l'autre. Et on pense également qu'on peut utiliser différentes des solutions proposées pour encore pousser ceci plus loin. On peut par exemple avoir un plan d'action où les pays doivent proposer un plan pour améliorer la violation des droits de l'homme dans leur pays s'ils veulent véritablement pouvoir être l'autre de ces événements. Mais bon, Monsieur le Président, je vais retourner maintenant et je vais faire la réfutation sur ce qu'on vient tout juste d'entendre. Mon collègue a apporté premièrement le point de la sécurité physique. Il a dit que ce ne serait pas très sécuritaire pour les touristes d'aller aux Philippines. Mais je lui dirais que si ce pays tient vraiment à avoir des revenus de ces mêmes touristes, il va assurer leur sécurité parce qu'il voudra apporter ces touristes et il voudra apporter cet argent à leur pays. Mais quelle est l'entité qui va déterminer ce qu'est une violation des droits de l'homme? Parce que ici, on prend pour acquis que les Philippines ne pourront être l'hôte de cet événement sportif. Mais on vous l'a dit, il va y avoir une manipulation. Alors, même sans cette motion, il ne se peut que les Philippines puissent quand même recevoir cet événement sportif. Ils ont aussi expliqué le point du Qatar avec les ouvriers qui sont morts. On vous dirait que ce problème de migration au Qatar pour les emplois existe même avant qu'ils ont été l'hôte pour l'événement de soccer. Alors, on ne va pas arranger le problème avec ceci. Mais encore une fois, on pense que comment est-ce que mon collègue a entendu au sujet de ce point sur le Qatar? Il a lu dans les médias. Pourquoi? Parce que le Qatar a été décerné l'hôte pour cet événement sportif. Et si ce n'était pas pour ça, mon collègue ne l'aurait même pas apporté dans le débat aujourd'hui. Dernièrement, il a parlé au sujet de la corruption. Nous sommes bien d'accord, la corruption, ce n'est pas souhaitable, mais vous savez quoi? Au bout du compte, nous allons avoir un effet où il va quand même générer la croissance économique. Et on dirait, encore une fois, que si on regarde à certains pays, tels que l'Afrique du Sud, qui voulait démontrer au monde, suite à l'apartheid, qu'il pouvait être l'hôte de la Coupe de FIFA internationale. Ceci a apporté énormément de profit à ce pays-là, même si on avait des questions de corruption et de violation des droits de l'homme à l'époque. Mais ils ont pu nous démontrer que non, l'argent allait vraiment retourner au peuple ultimement, que ça allait leur bénéficier ultimement, et qu'on ne devrait pas avoir de décision arbitraire à décider qui est-ce qui viole les droits de l'homme et qui est-ce qui ne les viole pas. Mais j'aimerais retourner sur les points qu'on a entendus par le Premier ministre aujourd'hui, parce qu'il a dit au sujet de comment le sport devrait promouvoir l'égalité. Et nous sommes en accord. Et vous savez quoi? C'est pour cette raison que nous devons défier les conventions. Parce qu'en Sochi, en 2014, lorsque nous avons eu des Olympiens gays qui se sont présentés à ces Jeux et qui ont pu démontrer qu'ils sont tout aussi des athlètes, tout aussi des compétiteurs que les autres individus, ceci a donné de l'espoir aux gays en Russie de dire, hey, vous savez quoi, nous devons se battre pour nos droits. Nous devons démontrer que nous pouvons être tout aussi humains que les autres, que nous le sommes. Et vous savez quoi? Est-ce que ces LGBTQ, est-ce que ces athlètes ont été persécutés par la Russie? Non. Ils n'ont pas été attaqués, ils n'ont pas été tués, ils ont même remporté des médailles. Et Jesse Owens, comme l'a apporté mon collègue, en 1936, lorsqu'il a compétitionné à Berlin, un homme noir, il a gagné une médaille d'or et Hitler n'a même pas mis un doigt sur ce dernier. Alors, ce que j'aimerais faire en ce moment, c'est vraiment une cristallisation de ce que nous avons vu avec l'essentiel du débat aujourd'hui. 3 questions. Quelle approche est la meilleure pour élucider sur les violations des droits des personnes? Nous pensons aujourd'hui que nous devons aller non pas à mi-chemin, mais aller avec une pleine interdiction et bannir ces pays de compétitionner en plus d'être l'hôte de ces événements. Et nous avons un côté gouvernemental qui vous dirait non, ces pays simplement ne peuvent pas être l'hôte de ces Jeux, mais ils peuvent tout de même compétitionner, ce qui ne va pas arranger le problème. Et finalement, comment adresser la croissance économique? Nous pensons qu'avec ces pays qui sont l'hôte de ces événements, ceci va générer des revenus. Merci ceci va permettre à des emplois. Et c'est pour cette raison que nous avons gagné. Merci beaucoup. Merci. Alors, comme on peut voir, on n'a jamais assez de temps et on veut toujours discuter plus. Nous allons justement faire ça. Après la pause, nous allons aller discuter avec nos juges sur la performance. Ah, mais c'est vrai, avant, je me trompe, pardonnez-moi. Nous avons le dernier discours du premier ministre, la conclusion du débat. La parole est à vous pour 4 minutes. Non, 3 minutes. Hey, je me trompe continuellement aujourd'hui. Donc, 3 minutes. La parole est à vous pour conclure le débat.
Merci beaucoup. Et en premier, j'aimerais juste remercier beaucoup les membres de l'opposition et les membres du gouvernement pour ce grand débat très intéressant et très, très beau. J'aimerais débuter avec une brève réfutation des arguments de l'opposition. L'opposition nous dit que les événements sportifs stimulent l'économie, mais nous, au gouvernement, on dit que les milliards de dollars qui s'en vont pour bâtir des stades, qui s'en vont pour bâtir des hôtels de luxe pour les joueurs, ça, c'est des dollars qui vont vers nos télévisions, pas vers le peuple de ce pays. Ça, c'est... Et après que l'événement a fini, on voit en Afrique du Sud, après la Coupe du Monde en 2010, il y a des grands stades qui ne font rien parce qu'il n'y a plus d'événements sportifs. Non, les événements sportifs internationaux ne stimulent pas l'économie, mais stimulent seulement nos télévisions et les dictatures. Et en fait, je remarque que l'opposition semble mettre beaucoup de confiance dans les dictatures. Ils semblent bien aimer les dictateurs. Et il parle beaucoup de visibilité, mais la visibilité, ce n'est pas le changement. La visibilité, ce n'est qu'un premier étape qui peut nous amener vers le changement. En fait, on remarque que sur l'Internet, on parle beaucoup de gens qui vont cliquer like sur quelque chose, ça va donner de la visibilité, et puis ils ne font rien, ça ne change rien, parce qu'il y a juste des gens qui en parlent beaucoup, mais qui ne font rien. Nous, au gouvernement, on pense qu'on veut faire un vrai changement, pas juste un vrai parole, pas juste un vrai monologue que les dictateurs que l'opposition semble aimer ne vont pas entendre. Ça, c'est pas défier les conventions, ça, c'est accepter les conventions et ne rien faire de bon pour changer les conventions. En fait, on peut voir aujourd'hui dans le monde après les élections en Amérique où Donald Trump a réussi à gagner qu'il est plus important que jamais de défendre les droits de l'homme, d'être ouvertement en parole, de faire quelque chose pour défendre nos droits et les droits des humains à partir du monde. On est tous humains, c'est notre responsabilité envers un les autres. Finalement, j'aimerais vous parler d'une petite histoire. Il est Noël 1914. La Première Guerre mondiale est en plein flux. Les deux côtés se tirent les uns des autres. Le jour de Noël, on prend une petite pause et on joue au foot des Britanniques avec les Allemands en tant qu'amis, en tant qu'humains communs. Ça, c'est le sport. Ça, c'est l'humanité. Ensemble, quand on joue au sport, on peut dépasser toute la guerre, toute la corruption. Mais ce n'est pas en amenant... Le sport, c'est la voie vers les droits humains. Ce n'est pas en violant les droits humains et en apaisant les dictatures qu'on va bâtir une meilleure monde. Et nos gouvernements, on est ferme dans notre position. On est ici pour l'humanité. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. D'abord, je tiens à remercier tous les débatteurs de s'être prêtés à cet échange. Ce fut des échanges palpitants. Et sachez-le pour tout le monde ici dans la foule et à la maison que ce n'est pas facile de venir débattre comme ça. Donc, nous allons passer à une courte pause publicitaire. Et au retour, nous allons aller avec l'analyse de nos juges. Nous sommes de retour à Riposte. Alors aujourd'hui, nous avons eu comme débat qu'il soit résolu que les grands événements sportifs internationaux ne peuvent se tenir dans un pays coupable de violation des droits de la personne. Pour nous aider à démystifier un peu le débat et aller au cœur, nous allons aller avec notre juge invité aujourd'hui, Madame Amal Azzouz. Bonjour Amal. Bonjour, très contente d'être ici et merci pour le débat, c'était vraiment intéressant, c'est un bon sujet, assez équilibré des deux bords, vous avez des arguments du côté du gouvernement et de l'opposition, c'est débattable, bravo déjà pour ça. Comment je vais procéder, c'est que je vais un peu prendre personne par personne dans l'ordre du débat. Donc je vais commencer par Monsieur le Premier ministre Nicolas avec son discours d'introduction. C'était vraiment intéressant, les idées étaient très bonnes. Je te donnerai un conseil par contre, c'est d'essayer de donner des titres courts à tes arguments
pour ne pas avoir beaucoup de temps à expliquer, comme même pour simplifier pour le juge, pour la prise de notes, le fait de me dire, par exemple, ne pas encourager les gouvernements coupables de nanana, nanana, ça me prend déjà une phrase et demie, alors que juste prendre l'idée, genre, dire, nous ne voulons pas des gouvernements dictatoriaux. Voilà, tu viens de cadrer, c'est clair, puis après tu peux développer comme tu veux, mais c'est vraiment mieux de faire ça en 2 étapes, donc donner un titre court, catchy, assez facile à retenir et à écrire, puis de l'autre côté faire un gros développement comme tu l'entends. Ensuite, le deuxième argument, selon moi, était le plus dangereux pour toi parce que les 3 arguments sont bons, sauf que le développement du deuxième argument t'a mis dans une situation où tu as ouvert la porte à leur attaque, mais porte ouverte, c'était une pente glissante très dangereuse de dire parce que les pays ne respectent pas les droits de l'homme, ils sont pauvres et ils sont pas bons en sport, c'est vraiment pas gentil et pas vrai. Et donc, c'est pas respectable pour ces pays-là, ni pour, disons, les sensibilités des gens en général. Donc, c'est facile pour eux de l'attaquer directement. Donc, faire attention à ne pas faire ça dans l'avenir. Sinon, c'était un beau développement. Moi, je trouve qu'il fallait plus équilibrer le temps, comme l'a dit mon collègue. Et la conclusion n'est pas une répétition. La conclusion, c'est le moment de puncher. C'est là où, normalement, tu me vends de la salade, puis tu me fais croire que c'est le meilleur des mondes, puis si on fait ça, on va révolutionner tous les pays qui ont besoin de protéger ou de commencer à protéger les droits de l'homme ou de respecter les droits de l'homme. Donc, normalement, c'est à ce moment-là que moi, j'attends de rêver, que tu me dises, oui, ça y est, j'ai trouvé la solution. Donc, sinon, c'était très intéressant. J'aime bien le débit de voix aussi, c'était assez bon. Donc, je vais me tourner vers David. David, la reconstruction, le recentrage était pas mal que tu as fait, mais peut-être un peu court. Prochaine fois, prends plus de temps, puis fais-toi plaisir, fais de la démagogie s'il le faut dans l'introduction. C'est le seul moment où tu as le droit de le faire. Après ça, tu vas rentrer dans le solide du sujet, ce qui est important à dire. Donc, tu ne peux plus faire de démagogie. Donc, utilise des violons au début, puis à la fin, mais au milieu, non. Essaye de dominer ça. J'ai bien aimé les 2 arguments, je les trouve forts, bien développés. À faire attention des fois aux exemples. Des fois, on se noie dans les exemples. Donc, peut-être en choisir juste un au lieu de 2 ou 3. J'en ai pas besoin d'autant. Je préfère le développement de l'idée à l'exemple. Pour la réfutation, la première était solide, bravo. La deuxième était moyenne. La troisième, inexistante, selon moi. Donc, pourquoi la première était solide? Parce que tu as attaqué le cœur de l'argument, c'est ça ce qu'il faut faire, puis on est dans un débat où il faut essayer de comprendre ce que l'autre a dit, puis de l'attaquer à l'intérieur. Ça, c'est bon. Deuxième, c'était facile. Tu as redit ce qu'ils ont dit qui était glissant, puis tu as fait « OK, je viens de réfuter ». Mais c'est pas vrai. Moi, étant juge, je peux te le dire, c'est pas vrai. C'est pas suffisant. L'argument était plus gros que ça. Mais c'est bon quand même de le faire, c'est toujours utile. Puis aussi, tu as fait 2 exemples qui t'ont... disons, été négatif pour toi dans cette réfutation-là. La première, c'est l'Inde. L'Inde est la plus grosse démocratie du monde, même si on veut dire qu'ils ne respectent pas les droits de l'homme, c'est quand même reconnu comme une démocratie. 2, le Brésil aussi est reconnu comme une démocratie. Je le sais, tu le sais, fallait pas me mentir. Donc, contre, l'âme du sport était que je soulevais, mais c'était vraiment très intéressant, bon débit. Garde tes punchlines tout le temps, sors-les, n'hésite pas, c'est vraiment un beau style. Tu peux oser l'humour, hein, si tu as envie de déraper un peu plus, vas-y, t'as ce qu'il faut. Je vais passer donc à Alexandre. Alexandre, c'était vraiment intéressant. Il y avait tellement d'informations, beaucoup d'informations. Les 2 arguments étaient très solides dans l'idée, mais tu ne me les as pas expliqués. Tu m'as juste noyé dans des exemples, les exemples et les citations et les dates. Pourquoi? Donc, je t'encourage plus à faire vraiment une explication. Donc, tu as donné le titre, explique-le. Ensuite, passe à un exemple, pas plus que 2. C'est vraiment suffisant. Je te crois, même si tu le lis dans le Times ou New York ou Globe and Mail ou ce que tu veux, j'ai pas besoin de savoir où est-ce que tu l'as su. J'ai besoin de savoir que tu as compris l'information et que tu peux me la transmettre. Donc, c'était très bonnes idées, très bonnes citations, mais il y en avait trop. Donc, on n'a pas eu ton avis et ton utilisation de cette information-là dans ton argumentaire, ce qui a bouffé ta réfutation aussi. C'est très dommage que ta réfutation est passée à la trappe pendant ce temps-là, parce que toi, tu étais tellement concentré à nous sortir toute la recherche que tu as faite, et bravo, vraiment, c'est excellent. Mais le plus important, c'est de m'expliquer le lien logique entre les idées et ta motion. Toi, tu as quelque chose à défendre, et tu as un temps imparti vraiment limité. Donc, l'idée, ça serait de me dire, la sécurité des pays, OK, c'est dangereux pour les touristes, c'est dangereux pour les sportifs, on ne l'a même pas
entendu ça. C'est un sportif qui sort la nuit et qui se fait enlever son portefeuille à coups de couteau. Le lendemain, il n'est pas très chaud pour faire sa performance. Et aussi, un autre truc très intéressant. Je te conseille de pousser un peu plus tes métaphores. Parce que à un moment donné, tu dis « il entend un coup de feu ». Donc, le touriste est effrayé. Prochaine fois, dit « il se fait tuer ». Ça fera plus que il entend un coup de feu. S'il se fait tuer, il reviendra plus, c'est sûr. Donc, il faut réfléchir à ça un peu, puis essayer de vraiment s'amuser avec aussi les idées que tu as. Si les journalistes sont de ton bord, utilise cette information-là, mais construis au-dessus. Je l'ai un peu plus vu dans l'argument 2, tu as commencé à construire toi-même tes idées, puis c'est ça ce que je recherche, puis c'était très bon. Donc, fais-toi confiance, c'est une question d'habitude aussi. J'ai bien aimé aussi quand tu as accepté la question, c'était noble. Tu n'étais pas obligé de la prendre à ce moment-là, mais tu l'as pris quand même. Puis la réponse était bonne. Donc, continue sur cette lignée-là. C'était vraiment très intéressant. Et finalement, Nicolas, donc le recentrage était très fort, j'ai adoré. C'est vraiment comme ça qu'il faut attaquer le sujet. Ensuite, pour l'argumentaire, j'ai trouvé que les 2 arguments étaient forts, bien développés. J'ai pas beaucoup de critiques comme négatives par rapport à tes exemples parce qu'ils étaient bons, puis il y en avait un, puis j'étais très satisfaite. Par contre, tu m'as fait une contre-motion cachée à l'intérieur de ton argumentaire, ce que je n'aime pas beaucoup, parce que si tu veux faire une contre-motion, fais-la. Si tu veux me dire, ils ne sont pas allés assez loin, mais je vais proposer le meilleur, c'est ni un argument, c'est ni une réfutation. C'est comme entre les deux. Donc, je ne peux pas le placer dans le côté argumentaire, puis je ne peux pas le placer dans le côté réfutation. Ça te prend beaucoup de temps. Ça t'a pris presque 2 minutes à m'expliquer qu'il y aurait une autre alternative. C'est une bonne ligne conductrice, mais si tu veux refaire leur débat, il faut le faire autrement. Sinon, pour la réfutation, la première était très solide sur la sécurité. Mais la deuxième était vraiment de la négociation sur la corruption, parce que la corruption est forte, faible, etc. Donc ça, il faut faire attention. Il n'y a pas eu de cristallisation. Même si tu me l'as annoncé, tu as fait juste répondre à une question. Prochaine fois, prends plus de temps pour la cristallisation. Puis, tu n'as pas fait de reconstruction de ton collègue parce que tu as pris beaucoup trop de temps dans l'argumentaire. Il faut quand même reconstruire, même si lui, il n'a pas réfuté, tu aurais pu juste faire comme, OK, voici les arguments de mon collègue et je peux dire ci et ça. Donc voilà, j'aurai d'autres commentaires une autre fois. Bien, merci beaucoup, Madame Azouz, pour cette explication, avoir bien décortiqué le débat. Alors, on a pu vraiment voir là, les forces et les faiblesses de chacun et la manière dont un débat se déroule. Donc, nous allons vous laisser en suspens pour le moment et nous allons aller à une pause publicitaire. Et au retour, nous allons avoir les derniers commentaires de notre juge en chef, ainsi que le verdict de nos juges et du public au retour de la pause publicitaire. Bonjour, mesdames et messieurs. Nous sommes de retour à Riposte. Aujourd'hui, nous avons eu le débat qu'il soit résolu que les grands événements sportifs internationaux ne peuvent pas se tenir dans un pays coupable de violation des droits de la personne. Donc, nous avons maintenant le moment de suspense, les derniers commentaires de notre juge en chef ainsi que les verdicts des juges. Gabriel. Tout d'abord, Simon Nicolas, c'était un excellent débat. Félicitations aux 4 débatteurs. Au-delà de la gestion du temps, de la structure et tout ça, pour moi, ce qui a été déterminant, c'est une confusion du côté de l'opposition, parce que l'opposition doit s'opposer à la motion du gouvernement qui est, doit défendre que des Jeux olympiques puissent se tenir dans des pays qui ne respectent pas les droits de l'homme. Et le membre de l'opposition a dit, il expliquait, non, il faut le permettre pour de la visibilité, mais ensuite il a dit, il faut aussi aller plus loin et non seulement refuser que ça se tienne dans ces pays-là, mais interdire que les athlètes de ces pays-là y participent aux Jeux olympiques. Donc là, j'avais noté qu'il y avait une confusion du côté du membre de l'opposition, mais on est revenu avec ce double discours du côté du chef de l'opposition, de dire, d'un côté, ça stimule l'économie, c'est bon pour la visibilité, défier les conventions, mais d'un autre côté, de dire, il faut aller plus loin et non seulement que ça ne se tienne pas dans ces pays-là, mais que les athlètes n'y participent pas. Donc, pour moi, j'ai compris qu'il y avait 2 lignes directrices, et même on concédait la motion du gouvernement. Donc, c'est pour ça que je donne mon vote au gouvernement. Très intéressant, très intéressant. Maintenant,
Madame Azouz, votre verdict et dernier commentaire. Moi, je donne à l'opposition. Je trouve que les arguments étaient plus forts. Ouf! Donc, ça va être le vote du public qui va déterminer cela. Et pendant la pause publicitaire, nous avons fait voter le public. Et, roulement de tambour, le public a voté en faveur de l'opposition. C'est donc l'opposition qui emporte ce premier débat de riposte de la 4e saison. Donc, d'abord et avant tout, je tiendrai à remercier les débatteurs et la Société de débat français de l'Université d'Ottawa pour se prêter à l'exercice. Ensuite, et ceci est un avis aussi aux intéressés, parce qu'il y a des prix à riposte. Et oui, d'abord, les vainqueurs vont recevoir chacun une bourse de 1 000 $, gracieuseté du service de vie communautaire de l'Université d'Ottawa, ainsi que 2 billets d'avion pour Paris, gracieuseté de Air France en partenariat avec l'ambassade de France. Donc, vous êtes maintenant un peu plus proche de cela. Il va y avoir plusieurs rondes de première, plusieurs premières rondes, après ça, des demi-finales et une finale. Donc, je remercie tout le monde et je nous dis à un prochain débat. Et j'invite les débatteurs à se serrer la main pour avoir fait un excellent travail. Bravo!